Dans cette vidéo, nous allons vous raconter l'histoire bouleversante d'une jeune femme, Michelle Anglin, agent immobilier âgé de 22 ans, qui vivait à Phoenix, en Arizona. Le 9 février 1996, Michelle avait prévu de faire visiter une maison à un acheteur potentiel. Mais ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu. Ce jour-là, sa famille ne pouvait pas s'occuper d'elle et, à un moment donné, Michelle a dû appeler la police pour demander de l'aide. Née le 27 novembre 1973 à Fountain Valley, en Californie, Michelle Lee Cohen avait grandi entourée de sa mère Peggy, de son grand-père Larry McCall, ainsi que de ses deux grandes sœurs, Cindy et Christina. La famille avait déménagé en Arizona alors que Michelle était encore jeune. Vers l'âge de 20 ans, Michelle avait rencontré Hudson Anglin. Leur histoire d'amour avait rapidement évolué, et lorsque Hudson lui proposa de l'épouser, elle accepta sans la moindre hésitation. Début 1995, entourés de leurs proches, ils s'unirent lors d'une cérémonie pleine d'émotions. Ils rêvaient de bâtir une vie à deux, de passer Noël ensemble, de fonder une famille. Mais à peine 4 mois après leur mariage, la tragédie allait frapper. Michelle s'était lancée dans l'immobilier, influencée par sa mère, elle-même active dans le domaine. Mais selon l'Association des agents immobiliers d'Arizona, il n'existait pas alors de mesures de sécurité strictes pour protéger les professionnels du secteur. Pourtant, de nombreuses agences et constructeurs fournissaient des conseils pour limiter les risques. Lorsqu'elle travaillait, Michelle restait constamment en contact avec ses proches grâce à son téléphone professionnel. Elle emportait toujours un pager avec elle pour rester joignable, même pendant les visites. Ce 9 février, pourtant, elle ne répondit à aucun appel, aucun message. Ce silence soudain était très inhabituel. Elle informait toujours sa famille de ses déplacements, surtout lorsqu'elle devait faire visiter une maison. Être agent immobilier peut être dangereux. Ce métier attire parfois des individus mal intentionnés, surtout lors de visites dans des maisons vides, isolées. Les professionnels expérimentés le savent bien, il faut rester sur ses gardes, éviter de tourner le dos à un inconnu, rester proche d'une issue et s'en aller immédiatement si une situation semble douteuse. C'est donc avec une inquiétude grandissante que la famille de Michelle constata son silence. Sa sœur Cindy, en couple avec un policier de Phoenix, le contacta pour qu'il effectue un contrôle de routine à l'agence de Michelle. En arrivant sur place, il trouva sa voiture garée devant le bureau. Rien ne semblait anormal à première vue. Pensant que Michelle était simplement à l'intérieur, il entra dans les locaux. À sa surprise, il découvrit que les lumières étaient allumées et que de la musique jouait en fond. Mais l'endroit était désert. Sur une table, il trouva le sac à main de Michelle, ainsi que son pager. Pourquoi serait-elle partie sans ses effets personnels, en laissant les lumières allumées, la musique et son bureau ouvert ? Face à cette situation troublante, la famille décida de signaler officiellement la disparition de Michelle aux autorités. Ils savaient qu'elle devait rencontrer un acheteur ce jour-là et lui faire visiter 3 maisons situées à proximité de son bureau. Peut-être avait-elle choisi d'y aller à pied. La police inspecta rapidement les 3 maisons prévues pour les visites. Dans l'une d'elles, située à l'étage, ils remarquèrent quelque chose d'étrange dans la suite parentale. 3 boutons rouges avaient été retrouvés sur le sol, à côté du lit. 2 ampoules de salle de bain étaient brisées, l'une dans chaque pièce d'eau attenante. Rien d'autre ne semblait déplacé. Le policier contacta Cindy pour lui demander si elle savait ce que Michelle portait ce jour-là, afin d'identifier l'origine des boutons retrouvés. Mais elle ne s'en souvenait plus. Les enquêteurs, eux, étaient convaincus que les boutons appartenaient à un vêtement féminin, notamment à cause de leur couleur. Ils reprirent alors l'inspection de la maison plus en profondeur. Et ce qu'ils découvrirent les glaça d'horreur. Le corps sans vie de Michelle Anglin, nu et en position tordue, avait été dissimulé sous le lit de la chambre principale. La scène était macabre. Dans le placard de la chambre, ils trouvèrent des traces de sperme. Sous le lit, des vêtements de Michelle en lambeaux, des fragments de bougies et de chandeliers brisés, ainsi que des éclats de plâtre et de peinture provenant de la salle de bain attenante. Ces éléments prouvaient qu'une violente lutte avait eu lieu à cet endroit. L'autopsie révéla que Michelle n'avait pas été agressée sexuellement, mais que son agresseur avait tenté de la déshabiller. Elle s'était défendue de toutes ses forces. L'expert médico-légal détermina qu'elle avait été étranglée, comme en témoignaient les ecchymoses visibles sur les côtés de son cou. Les blessures aux poignets et aux mains indiquaient qu'elle s'était débattue jusqu'au bout. L'emplacement des objets retrouvés dans la salle de bain et sous le lit témoignait de l'ampleur de la lutte. Les vêtements déchirés, noués et entremêlés, montraient à quel point l'agresseur avait tenté de la maîtriser par la force. Sa mère, Peggy Cohen McCall, déclara plus tard « Je pense à elle chaque jour ». Après le drame, Peggy perdit même son emploi pour avoir dénoncé publiquement les risques que courent les femmes travaillant seules dans des maisons témoins ou lors de portes ouvertes. Dans un premier temps, les enquêteurs se tournèrent naturellement vers le mari de Michelle, Hudson Anglin. Ancien officier de police et vétéran de l'armée, il semblait pourtant inconcevable à sa famille qu'il puisse lui faire du mal. Il s'était marié à peine 4 mois plus tôt et paraissait heureux.
Mais comme dans le cas de Krista Alexander, une autre femme retrouvée morte seulement 4 mois après son mariage, dont l'histoire est également racontée sur cette chaîne, les apparences peuvent être trompeuses. La police interrogea donc Hudson. Visiblement abattu, il affirma avoir passé la journée à visiter des concessions automobiles, à la recherche d'un véhicule familial, car il souhaitait avoir un enfant. Son emploi du temps fut vérifié et confirmé. Il fut donc écarté de la liste des suspects. Hudson expliqua aux enquêteurs qu'il n'avait aucune idée de qui aurait pu vouloir du mal à Michelle. Il supposait qu'elle avait été attaquée par la personne à qui elle devait faire visiter la maison. Les relevés téléphoniques de Michelle montrèrent qu'elle avait passé un appel entre 15h45 et 16h15 à une autre agente immobilière. Elle lui avait dit qu'elle devait raccrocher, car un acheteur potentiel venait d'arriver dans le quartier. Tous les appels qui lui furent adressés après 16h30 restèrent sans réponse. Ainsi, les enquêteurs connaissaient désormais l'heure approximative de l'agression de Michelle. Mais il leur manquait encore une information cruciale. Qui était cet homme à qui elle devait faire visiter les maisons modèles ce jour-là? Lors de son dernier appel à une collègue, Michelle n'avait pas mentionné de nom. Et aucun nom ne figurait non plus dans ses notes de travail. La police n'avait donc aucun indice immédiat sur l'identité de ce mystérieux visiteur. Les agents décidèrent d'interroger les habitants du quartier. Un témoin, rentré chez lui entre 16h et 16h15 le jour du drame, se rappela avoir vu un homme blanc descendre les marches de l'une des 3 maisons à vendre. Il remarqua aussi un vieux pick-up Chevrolet noir avec une plaque californienne garée devant. D'autres visiteurs du lotissement, présents entre 16h et 16h30, se souvenaient d'un homme marchant entre la 2e et la 3e maison. L'un d'eux avait même vu que les chandeliers dans la salle de bain parentale de la 3e maison avaient été renversés dans les lavabos. La police lança alors un appel à témoins à travers les médias, espérant obtenir des indices. Et, heureusement, cela fonctionna. Une jeune agente immobilière, Kim Ramos, travaillant dans un lotissement voisin, contacta les enquêteurs. Elle leur expliqua que le 9 février, vers 14h, elle avait reçu un client intéressé par une maison à 500 000 $, mais qui conduisait un vieux pick-up Chevrolet noir. Le contraste entre le véhicule modeste et l'intérêt pour une propriété aussi coûteuse avait éveillé ses soupçons. L'homme lui avait demandé de l'accompagner dans une maison à 2 étages pour répondre à quelques questions. Kim accepta, mais resta sur ses gardes. Il marchait trop près d'elle et frôlait sa main de manière répétée. Elle écourta rapidement la visite, trouvant ses questions sur les carrelages et les chambres inutiles. Mais, chose essentielle, elle lui fit remplir une fiche d'enregistrement. Sur ce document, le client s'était inscrit sous le nom de James Adams, en fournissant une adresse et un numéro de téléphone. Lorsque la police se rendit à l'adresse indiquée, ils retrouvèrent le pick-up noir stationné devant la maison. Le propriétaire du véhicule, James Van Adams, âgé de 32 ans, était absent. Mais Kim Ramos confirma aussitôt, grâce à une photo, qu'il s'agissait bien du même individu qu'elle avait rencontré ce jour-là. En enquêtant sur le passé d'Adams, les détectives furent stupéfaits. Il avait été reconnu coupable en Californie, en 1990, pour une agression sur une autre agente immobilière, Melissa Cunningham. Petite et frêle, Melissa travaillait seule dans un complexe d'appartements en construction lorsqu'Adams lui demanda une visite. Intéressé par une maison à 2 étages, il l'avait fait monter à l'étage, où il la poussa et tenta de la maîtriser en la prenant par le cou. Il lui dit qu'il la tuerait si elle criait, puis l'entraîna dans la cuisine pour tenter de la déshabiller. Par miracle, Melissa réussit à s'échapper. Elle avait mémorisé la plaque du véhicule d'Adams et avait alerté la police. Il fut arrêté, mais ne purgea que 2 ans de prison pour cette tentative d'agression. Les détectives comprirent vite qu'ils avaient affaire à un prédateur récidiviste. Munis d'un mandat, ils retournèrent chez Adams. L'homme, nerveux, refusa de parler. Il avait des marques sur le visage, notamment sous l'œil. Des blessures que les enquêteurs soupçonnaient d'avoir été infligées par Michelle lors de sa défense, peut-être à l'aide des chandeliers brisés retrouvés sur les lieux. Kim Ramos confirma que lorsqu'elle l'avait vu quelques heures avant le meurtre, il n'avait aucune blessure au visage. Adams, lui, affirma s'être blessé plus tard en réparant sa voiture. Mais selon son employeur, Adams avait quitté son travail plus tôt le 9 février en prétextant un problème de véhicule, et n'était jamais revenu. Ses collègues affirmèrent que le lendemain, il avait un œil au beurre noir qu'il n'avait pas auparavant. La police avait également collecté de l'ADN et du sperme sur la scène du crime. Le test confirma que le liquide trouvé dans le placard de la chambre provenait de James Van Adams. L'accusation se renforça, mais ce qui frappa les enquêteurs, c'est que toutes les femmes ciblées par Adams avaient un profil similaire. Jeunes, travaillant seules dans l'immobilier, rencontrées en pleine journée. Dans les cas de Melissa Cunningham, Kim Ramos, Michel Anglin, il utilisait toujours la même approche, une demande de visite à l'étage d'une maison vide. Il agissait seul, repérait des femmes vulnérables, et se faisait passer pour un client. Durant le procès, la famille de Michelle était présente. Sa mère, Peggy Cohen McCall, fut même expulsée de la salle d'audience pour avoir crié sur Adams, submergé par la douleur. Lui, en revanche, restait impassible. Pire, il semblait même se délecter de la souffrance qu'il provoquait.
Mais son sourire disparut quand le verdict tomba. Le 14 juillet 1997, James Van Adams fut reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il fut condamné à la peine de mort. Cependant, l'affaire ne s'arrêta pas là. Adams fit appel de sa condamnation. Il tenta de convaincre la justice que, comme dans le cas de Melissa Cunningham, il n'avait pas prémédité le meurtre. Il affirma que Michelle était morte accidentellement, par asphyxie, lors d'une tentative de rapport imposé. Il demanda que le crime soit réqualifié en homicide involontaire ou en meurtre au second degré. Ces arguments ne convainquirent aucun tribunal. Tous ces recours furent rejetés. Puis, le 14 mars 2005, James Van Adams fut retrouvé mort dans sa cellule, par asphyxie volontaire. Il s'était ôté la vie. Michelle est morte étranglée, victime d'un monstre. Ironiquement, Adams est aussi mort par suffocation. Mais cette fois, de ses propres mains. À l'annonce de sa mort, la mère de Michelle déclara « Je veux que tout le monde lève son verre pour Michelle ce soir. » C'est un bon jour. Quant à Hudson Anglin, le mari de Michelle, il est décédé en 2002, à seulement 29 ans. Sa mort ne fut pas considérée comme suspecte.